tous, nous sommes actuellement donc au bar-restaurant Le Glacier sur le cours Romestan, qui a donc accepté de nous accueillir pour ce grand débat sur les élections municipales. Premier tour le 15 mars, donc très bientôt. On va vous aider à faire votre choix avec les 4 candidats déclarés sur Vienne. Donc nous avons procédé à un tirage au sort. Et c'est donc en première position pour commencer les débats, Adrien Rubagotti de Rassemblons Vienne. Bonjour. Bonjour. Deuxième position, Florence David avec la liste Nous sommes Vienne. Bonjour. Bonjour. Troisième position, Thierry Kovacs avec vous pour Vienne. Bonjour. Et donc en quatrième position après ce tirage au sort, Erwan Binet pour Vienne citoyenne. Bonjour. Pour animer ce débat avec moi, donc Dominique Largeron du site Vivre Vienne. Merci Dominique. Et donc on va faire ce débat donc, sous forme de 3 grandes parties. On commence par une grande partie, certainement celle qui préoccupe le plus les Viennois. Je vous laisse commencer Dominique. Oui, nous avons décidé de démarrer ce débat avec la sécurité. Pourquoi la sécurité ? Parce que selon un sondage de notre confrère Le Dauphiné Libéré, c'est la préoccupation, la priorité numéro 1 des Viennois. Et il faut dire que le maire, à cet égard, est en première ligne, à travers la police municipale, à travers la vidéosurveillance, à travers la présence éventuelle sur le terrain de médiateurs, d'éducateurs, etc. Donc c'est aussi, et on l'a vu sur vos programmes, c'est un thème que vous développez largement dans vos programmes respectifs. Et donc, première question sur ce thème de la sécurité. Est-ce qu'il faut plus de policiers municipaux à Vienne ? Et donc, nous allons débuter avec Adrien Rubagotti. Faut-il plus de policiers ou moins ? Ou rester à l'identique ? Évidemment, il faut une augmentation des effectifs de police. Au conseil municipal, ça fait des années que je le demande à la mairie actuelle. Chaque année, on ne nous a pas donné suite à cette demande. Maintenant, je suis satisfait, c'est que je vois que M. Kovacs a changé un peu son fusil d'épaule, comme il parle de nouveau d'augmenter les effectifs de police, de 3 agents, mais ce qui reste largement insuffisant. Sachant que dans une ville comme Vienne, 30 000 habitants, il nous faudra au moins un agent pour 1250 habitants, c'est-à-dire qu'il faudrait augmenter les effectifs de police de 10 agents. Et quand je dis 10 agents, c'est pas juste pour dire en chiffres comme ça qui nous ferait plaisir, c'est tout simplement pour pouvoir créer une patrouille de nuit et rendre les agents plus présents sur le terrain, notamment sur les quartiers dits difficiles. Alors en matière de sécurité, il n'y a pas que le nombre des effectifs de police qui rentrent... Si vous voulez, on va rester d'abord sur la police, puis ensuite on viendra sur la vidéosurveillance. Sur les autres sujets autour de la sécurité. Madame Florence David, votre avis du coup, plus, moins de policiers municipaux ? Mon programme est extrêmement clair à ce sujet. Effectivement, je suis pour avoir plus de policiers municipaux, et j'y reviendrai. Mais avant de pouvoir m'engager sur ces augmentations des policiers municipaux, moi je pense qu'il y a un grand absent dans ce débat sur la sécurité, c'est la sécurité routière, laquelle fait aussi intervenir les policiers municipaux. Parce que dans une ville comme Vienne, où on a eu 2 morts sur un axe principal de la ville, le Courbrier, on ne peut pas dire que les piétons se sentent en sécurité. Et moi, je veux augmenter la qualité de vie des Viennois, je veux améliorer la sécurité des piétons, et pour ça, il faut prendre des mesures draconiennes. D'une part, mettre en place des zones 30, voire à certains endroits, des zones 20. Mettre en place un vrai plan trottoir pour que les piétons se sentent enfin en sécurité. Avec les habitants, avec les résidents, pouvoir mettre en place des ralentisseurs. Et puis, pouvoir interdire le trafic poids lourd en plein centre-ville, mesure que vous aviez envisagée, M. Kovacs, avant d'y renoncer. Toutes ces mesures-là, elles sont essentielles pour que toute personne à Vienne puisse se sentir en sécurité, qu'il soit personne à mobilité réduite, un enfant, une personne âgée, des familles, parce que c'est extrêmement important de se sentir en sécurité à toute heure du jour et de la nuit. Maintenant, la sécurité, vous l'avez dit, c'est aussi la lutte contre les incivilités. Et pour cela, eh bien, il faut que nous prenions des mesures pour pouvoir renforcer l'humain. Parce que se sentir en sécurité, c'est pouvoir se promener à toute heure, du jour ou de la nuit, dans les rues de Vienne. C'est pouvoir dormir paisiblement sans se faire réveiller à 3 heures du matin par des jeunes alcoolisés qui viendront crier devant vos fenêtres. Pour ça, M. Kovacs propose d'augmenter le nombre de caméras de vidéosurveillance. Mais on sait bien qu'une caméra de vidéosurveillance, ça ne permet pas à des jeunes alcoolisés d'arrêter de crier. La seule manière de pouvoir intervenir sur le terrain, c'est de renforcer les effectifs des policiers municipaux. Aujourd'hui, nous sommes à 14 postes, dont seulement
11 pourvus. Moi, je veux qu'on augmente jusqu'à 20 policiers municipaux sur le terrain. Parce que c'est en renforçant l'humain sur le terrain que nous pourrons transformer Vienne, y compris sur sa sécurité. Monsieur Kovacs? Vous avez évoqué un sondage, celui du Dauphiné. Il y a d'autres sondages en France. Et les Français placent la sécurité en première des priorités pour ces élections municipales. Ce n'est pas un phénomène viennois. Bien sûr. Deuxièmement, la sécurité, pardon, mais c'est aussi une mission régalienne de l'État. Et là-dessus, on ne peut pas laisser les maires seuls. Or, qu'est-ce que l'on constate? C'est qu'au commissariat de police de Vienne, il manque aujourd'hui 9 fonctionnaires de police. Je veux bien qu'on dise que le maire n'a pas suffisamment embauché pendant ces 6 dernières années de policiers, qu'on veille déjà à ce que le commissariat de police ait son effectif théorique. Qu'est-ce que nous avons fait sur ce mandat? Nous avons renforcé les effectifs de la police municipale. Et qu'est-ce que nous proposons? C'est de continuer de renforcer les effectifs de la police municipale, avec des résultats. Le nombre d'atteintes aux biens, c'est-à-dire les cambriolages, les vols de voitures, les incendies volontaires, sont passés de 1760 faits en 2013 à 1440 en 2019. C'est une baisse de 18% sur le mandat constante sur ces atteintes aux biens. Donc oui, nous avons renforcé les effectifs de la police municipale. Oui, nous continuerons de renforcer les effectifs de la police municipale. Et les atteintes à la personne? Je suis interpellé, je réponds. Les atteintes à la personne, M. Ribagotti, sont en augmentation, vous avez raison, mais elles sont, comme partout en France, liées à un phénomène, celui de l'explosion des plaintes liées aux violences intrafamiliales ou violences conjugales. Et sur ce sujet, j'entends que nous n'aurions rien fait par certains candidats. Nous avons été la première ville de l'Isère à mettre en place un dispositif entre l'association Apresse France Victimes, le bailleur social Advivo, le centre communal d'action sociale pour permettre aux juges à Vienne de décider de l'éviction du conjoint violent. L'éviction du conjoint violent parce que nous garantissons le relogement du conjoint violent et nous permettons à la victime de réintégrer le domicile familial, aux enfants de réintégrer leur chambre d'enfant et de réintégrer... Si vous voulez bien sur ce sujet, on y reviendra tout à l'heure, ça fait partie des questions. Je répondais à M. Ribagotti. Bien sûr. On va terminer donc avec la police municipale. Donc d'après vous, Monsieur Binet, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors déjà, il est vrai que le maire doit s'engager pleinement dans une politique de lutte acharnée contre les faits de délinquance, la primo-délinquance et évidemment un travail de prévention de la délinquance, c'est important pour qu'il n'y ait aucune tolérance sur ce sujet-là. Mais effectivement, il n'est pas au premier rang. Il doit le faire dans un engagement partenarial avec les polices, avec la police nationale, avec la justice également, avec Madame la procureure de la République, pour pouvoir avoir une politique efficace. Et il doit avoir un engagement sur ce qui relève de ses compétences, c'est-à-dire la prévention, la médiation, le travail partenarial aussi avec les associations de soutien et d'aide aux victimes. C'est très important. Concernant la police municipale, j'estime moi que ce n'est pas crédible de promettre une augmentation de la police municipale aujourd'hui en 2020 à Vienne. C'est facile de dire j'augmenterai la police municipale, parce qu'en quelques mots, on a l'impression de donner aux Viennois et aux Viennoises l'idée qu'on va vraiment lutter contre cette police. C'est pas crédible pour quelle raison? Parce que le nombre de postes ouverts, qui est de 14 à Vienne, n'a jamais pu être pourvu. On est à 11, 10, 12, 13, parfois 13, oui, parce qu'il y a eu 2 nouveaux recrutements. Et jusqu'à combien de temps? Parce qu'en général, ils repartent très vite, les policiers municipaux. Et il faut d'abord s'attaquer au fond du problème, c'est-à-dire à leur mission, à leur statut, à leurs conditions de travail, pour retenir les policiers municipaux qui, on le sait en France, sont difficiles à recruter. Mais à Vienne, nous n'y arrivons pas. Donc, prédire aujourd'hui qu'on va augmenter le nombre de policiers municipaux alors qu'on n'arrive pas à les recruter, c'est un mensonge. Et je pense que ce n'est pas crédible ni sérieux. Par ailleurs, moi je me suis amusé à un petit exercice. Donc on a 14 postes ouverts à Vienne. J'ai fait la moyenne du nombre de policiers municipaux sur toutes les communes de France entre 25 000 et 35 000 habitants. La moyenne, elle est exactement de 14. Et j'ai fait, en resserrant la moyenne, j'ai fait le même exercice entre les communes de 29 000 et 31 000 habitants. Exactement notre strate. La moyenne est de 13,96. Donc 14 policiers municipaux. C'est ni plus ni moins que le nombre de postes ouverts dans la moyenne des communes de notre strate. Merci. Il n'y a aucune raison d'augmenter le nombre. Et ce n'est pas crédible, monsieur le maire, de dire je vais en augmenter, puisqu'aujourd'hui vous n'êtes pas en mesure de pouvoir les embaucher. Voilà, pour la raison pour laquelle nous proposons d'autres mesures pour lutter contre la sécurité et l'insécurité et prévenir la délinquance, mais pas augmenter le nombre de policiers municipaux, parce que tout simplement, c'est pas crédible.
Alors chacun, vous allez pouvoir revenir aussi sur les violences intrafamiliales juste après. On va juste là revenir sur les caméras de vidéosurveillance, puisque là aussi ça fait partie de la thématique de la sécurité. Monsieur Rubagotti, où est-ce qu'on en est là dans votre programme sur cette thématique? La mairie actuelle avait augmenté le nombre d'effectifs de vidéosurveillance dans la ville, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, sauf qu'il faudrait plutôt les redispositionner dans les endroits stratégiques. On sait très bien les endroits où il y a des points de deal, où il y a des petites ruelles, où il y a souvent du trafic. Et c'est là-bas qu'il faut mettre les caméras. C'est pas 4 au milieu du centre-ville, c'est à des endroits stratégiques. Et c'est en redispositionnant ces caméras dans les endroits stratégiques où on va éviter de créer des zones où il y a du trafic, où il y a des problèmes d'incivilité. Alors moi je pense que ce n'est pas une question d'augmenter les effectifs de caméras, parce qu'on en a déjà plus de 200, ce qui est pas mal, mais mieux les dispositionner. Voilà, en ce qui concerne. Madame David? Je ne supprimerai pas les caméras de vidéosurveillance, mais je ne les augmenterai pas non plus. Nous en avons 200. Il y en a 400, hein, je crois, non? Alors, il y en a 200 dans l'espace public. Le nombre dans les parties communes des logements ad vivo est indéterminé. En tout cas, il n'est pas communiqué. On m'a donné un chiffre approximatif de 200, ce qui fait effectivement un total de 400. On sait qu'à la ville de Lyon, on a 450 caméras de vidéosurveillance. On est sur un montant qui est à mon sens disproportionné pour une ville comme Vienne. Mais surtout, encore une fois, je ne nie pas l'utilité dans le cadre répressif, dans le cadre du constat de ces caméras de vidéosurveillance, mais elles ne peuvent en aucune manière intervenir en tant que prévention. Les caméras, c'est pas répressif. Pour pouvoir constater une infraction, Constater, si, monsieur Rubagotti. Donc c'est bien pour la répression, pour l'aide à la répression, pour le constat et la détermination de la preuve dans le cadre du procès judiciaire. C'est pour faciliter le travail des enquêteurs quand on constate une incivilité. C'est pas de la répression. J'ignorais que vous étiez policier, monsieur Rubagotti. J'ignorais que vous étiez N'empêche avocate. que je préfère donc, monsieur Rubagotti, continuer, si vous le permettez. Et à mon sens, la caméra de vidéosurveillance ne sert qu'à pouvoir déterminer une preuve et en aucune manière à pouvoir prévenir. Pour une raison très simple, c'est que les dealers, ils ne sont pas idiots, ils ne vont pas se mettre juste sous la caméra et qu'à partir du moment où elle est connue, cette caméra de vidéosurveillance, les gens vont se déplacer. Donc la caméra ne fait que déplacer le problème. C'est la raison pour laquelle... Oui, c'est le but. Donc c'est-à-dire, pas chez moi, mais chez les autres, on s'en fiche. C'est la raison pour laquelle, pour moi, une caméra de vidéosurveillance, c'est une partie de la résolution du problème, mais ce n'est pas toute la résolution du problème. Donc ma position, elle est claire. On conservera les caméras de vidéosurveillance, mais nous ne les augmenterons certainement pas. Et Thierry Kovacs, est-ce que le nombre de caméras de vidéosurveillance à Vienne est suffisamment ajusté à la ville, à ces problèmes? Moi je crois à la vidéosurveillance. D'abord nous avons effectivement, comme nous étions engagés à installer 200 caméras sur l'espace public. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le directeur départemental adjoint de la sécurité publique qui nous dit que le taux d'élucidation à Vienne connaît la plus forte progression dans le département de l'Isère, grâce à ce système et grâce au centre de supervision urbain que nous avons créé. Pardon, mais on ne traite pas que la question des dealers. Quand on installe des caméras de vidéoprotection dans les bus, c'est pour protéger les chauffeurs de bus. Quand on installe des caméras de vidéoprotection dans le hall d'entrée, par exemple, sur le Champ de Mars, nous avons supprimé ces squats d'immeubles qui faisaient peur aux locataires qui rentraient chez eux le soir. Enfin, la vidéoprotection, elle a l'objectif, un double objectif, celui de dissuader, de faire en sorte qu'une personne ne commette plus de faits là où il les commettait auparavant, et de permettre aussi de confondre, d'interpeller l'auteur des faits. Donc, nous croyons à la vidéoprotection. Nous installerons 100 caméras supplémentaires de vidéoprotection sur la ville. Monsieur Rubagotti, le centre-ville a le droit d'être protégé. Nous avons 500 commerces, des commerçants qui rentrent leur soir avec les caisses, avec l'argent, leurs recettes de la journée. Ce quartier est un quartier à part entière qui a le droit aussi d'être protégé. Et il n'y a pas, contrairement à ce que vous dites, 4 caméras qui filment le même endroit, sous le même angle. Pardon, mais c'est une erreur de votre part de considérer ça. Il nous manque, oui, on a des quartiers, Saint-Martin, Estresin, Malisol, Lille, d'autres, qui méritent que nous déployions de nouvelles caméras pour reconquérir un espace qui a été trop longtemps laissé à des personnes qui considèrent cet espace comme le leur. Monsieur Binet, votre position? Moi, je ne suis pas défavorable à la vidéoprotection dès lors qu'elle est effectivement efficace, et dès lors non plus, dès lors qu'il y a des garanties pour préserver la liberté des Viennoises et des Viennois, la liberté des habitants, leur liberté d'aller venir. Et moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui plutôt, c'est l'usage
potentiel qu'on pourrait en faire aujourd'hui. J'ai entendu le maire de Nice envisager la reconnaissance faciale. Enfin, à un moment donné, il faut qu'on mette des limites dans l'usage de la vidéoprotection, et ça me semble très important. Ça n'est pas une solution à tout, ça c'est comme promettre une augmentation des policiers. Il ne faut évidemment pas se contenter de la vidéoprotection comme quitus pour toute politique de sécurité pour le prochain maire de Vienne, c'est évident. C'était pas une solution. J'avais ma permanence parlementaire lorsque j'étais député qui était bien placée sous un dôme magnifique, une belle caméra, et quand elle a été saccagée en 2013 par des nervis d'extrême droite, on les a pas retrouvés. Donc ça n'est pas systématique. En revanche, et puis ça déplace la délinquance plus que ça la réduit. En revanche, ça améliore considérablement le taux d'élucidation. Ce sont les chiffres qui le disent. Donc il faut évidemment jouer avec ça. Je ne suis pas contre, mais effectivement, il faut le faire avec des limites sérieuses de protection tout simplement des libertés publiques. Pour être complet sur le sujet de la sécurité... Juste pour réagir. Oui, il y a des règles là-dessus qui encadrent, et ça ne doit pas atteindre la liberté de chacun. Sur la reconnaissance faciale, M. Binet, moi je pense que sur des secteurs comme proche du théâtre antique, d'avoir une reconnaissance faciale des fichiers S quand nous avons un événement qui attire 220 000 spectateurs, je pense que c'est pas inutile. C'est ça dont on parle. Mais c'est pas que pour ça. Non, si c'est c'était la reconnaissance faciale, c'est la reconnaissance faciale. Votre collègue à Nice, il n'est pas sur cette politique-là. Moi, je suis bien au-delà. Je suis à Vienne. Je vous dis que c'est pas inutile sur un certain nombre de grands événements pour protéger nos populations. Donc pour terminer sur le sujet de la sécurité, on va revenir, Monsieur Thierry Kovacs a commencé à l'évoquer, les violences intrafamiliales et conjugales. Monsieur Adrien Rubagotti, qu'est-ce que vous proposez? Nous, on propose de créer ou d'augmenter le nombre d'hébergements d'urgence pour les femmes ou les hommes victimes de violences conjugales, même si ça touche majoritairement les femmes. Mais c'est une mesure aussi qui dépend de la justice. La justice ordonne souvent des éloignements pour les maris violents, mais qui ne sont jamais appliqués dans le principe. Et là, du coup, au point de vue municipal, nous, ce qu'on peut faire, c'est vraiment créer ces hébergements d'urgence et sécuriser les victimes, étant donné qu'on n'a pas les moyens d'éloigner, nous, les maris violents. Il y a un truc, tout à l'heure, j'aimerais revenir sur ce que disait M. Binet. C'était quoi? C'était déjà, oui, le maire n'est pas le premier responsable de la sécurité en ville, ou c'est pas sa prérogative. Le maire est quand même premier magistrat de la commune. Alors oui, il ne faut pas se dédouaner sur la sécurité. Pour la sécurité, il ne faut pas se dédouaner sur les services de l'État. Si on compte sur les services de l'État, on sait très bien qu'on ne va pas aller loin. C'est une mission régalienne de l'État, pardon. Oui, mais on sait très bien qu'on ne peut pas compter dessus. David, donc du coup, si on ne peut pas compter dessus, c'est à nous de prendre nos responsabilités parce que c'est nos concitoyens qui sont en danger. Alors évidemment, il faut appliquer la tolérance zéro avec les délinquances, avec la délinquance par exemple, pas avec la délinquance, mais nous, on doit agir même si l'État ne fait pas son boulot. Et dire « Oh, on met tout sur le dos de l'État », c'est eux, c'est leur responsabilité, moi je m'enlève les mains, donc je suis désolé, c'est pas le rôle du maire. Merci. Florence David, justement sur les violences intraconjugales. Il y a deux mesures principales. La première, c'est continuer la formation des policiers qui recueillent les témoignages. Parce que encore il y a peu de temps, j'entendais une femme qui est venue porter plainte dans un commissariat, alors ce n'était pas à Vienne, et qui s'est heurtée à « Oh mais c'est la 3e fois qu'elle vient en une semaine », alors que c'était la première fois qu'elle venait déposer plainte contre son mari. C'était la première fois qu'elle trouvait le courage, qu'elle s'est fait accompagner d'une amie, qu'elle a franchi les portes du commissariat, elle s'est heurtée à cette fin de non-recevoir. C'est d'une violence inouïe. Donc c'est très bien d'avoir une personne dédiée à cet effet, mais il faut que de manière générale, les policiers municipaux soient extrêmement plus sensibilisés, formés, mais si également. Également. Les pots de plainte, c'est au commissariat. Les deux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous voulez, il faut que de manière générale, on puisse avoir des interlocuteurs qui soient dédiés sur le territoire de la commune pour pouvoir avoir des réponses qui soient adéquates. D'autre part, il faut également, je suis d'accord avec M. Rubagotti sur ce point, qu'on ait plus d'hébergements d'urgence. Parce qu'aujourd'hui, la principale difficulté, c'est une fois qu'on a déposé plainte et qu'on revient dans son foyer avec un mari violent, eh bien, on n'a pas des mesures immédiates qui peuvent s'appliquer. Il est donc nécessaire qu'on puisse disposer de plus d'hébergements pour pouvoir accueillir ces femmes, pour pouvoir leur permettre d'avoir une sécurité pour elles, pour leurs enfants. Alors évidemment aussi pour les maris qui sont frappés par leurs femmes, mais comme vous l'avez dit, c'est relativement peu fréquent par rapport à la majorité des femmes qui sont battues. Ce seront sur ces deux points, sur la formation et sur l'hébergement d'urgence, que nous souhaiterons insister.
Monsieur Kovacs. On va dire un peu les mêmes choses. Ce que nous voulons faire, effectivement, il faut pouvoir recevoir en commissariat ou en gendarmerie d'ailleurs, avec du personnel, je pense, formé pour cela. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé, la ville de Vienne, Vienne-Condrieu Agglomération et les 29 autres communes de ce territoire, de financer les postes d'assistante sociale en commissariat et gendarmerie pour faire en sorte, parce qu'il ne s'agit pas de dire à une femme victime de violence, « Madame, surtout ne retournez pas chez vous ». Il faut pouvoir lui dire, madame, je vous ai trouvé une solution d'hébergement, une solution pour faire vos démarches, une solution pour engager les procédures, premièrement. Deuxièmement, nous avions 47 places d'urgence. En 2014, nous avons 67. Nous avons créé 20 places d'urgence dans ce mandat, avec des financements qui sont en très nette diminution de la part de l'État, malheureusement, sur le financement des places d'urgence. Et donc, nous avons aujourd'hui un travail avec le CCAS, avec ces structures, pour pouvoir accueillir. Et troisièmement, c'est ce que j'ai dit, c'est cette procédure que nous avons pu mettre en place avec le parquet pour garantir le relogement du conjoint violent, pour assurer à la victime, une fois qu'elle est allée au bout de sa procédure et qu'elle obtient donc un jugement, qu'elle obtient réparation, de pouvoir réintégrer le logement familial après avoir été hébergée, elle, ses enfants et au conjoint violent, d'être hébergé, lui, dans un autre quartier. Erwan Bidal, sur cette question extrêmement sensible des violences intrafamiliales. Alors, première chose, on a évoqué tout à l'heure, les violences physiques aux personnes, les atteintes physiques aux personnes sont les faits de délinquance qui explosent à Vienne, comme partout en France. Alors, je n'ai que les chiffres de 2018, mais je pense que les chiffres de 2018 sont un peu de la même dimension. C'était plus 12% en 2018. On est passé de 417 faits en 2013 à 478 faits voilà, en 2019. On est sur les mêmes proportions. Ça augmente pour quelle raison? Effectivement, parce que heureusement, les femmes, souvent qui sont les victimes, portent plainte plus facilement. Mais aussi parce que la société est de plus en plus violente et il y a un nombre de faits de plus en plus avérés, c'est une évidence. Deuxième chose, c'est un travail typiquement partenarial. Ça n'est pas uniquement le maire qui sera, pour le coup, aux avant-postes. C'est un travail partenarial avec la procureure, c'est un travail partenarial avec la police nationale, c'est un travail partenarial avec le bailleur social qui va proposer des appartements d'urgence, c'est un travail partenarial avec la presse, l'association d'aide aux victimes. C'est évidemment un travail qui doit mettre autour de la table tous les acteurs, y compris les acteurs sociaux de terrain, qui peuvent identifier les situations et accompagner les personnes victimes vers des solutions. Moi, je suis ravi que des choses se mettent en place petit à petit. Il y a un an, un peu plus d'un an, lors du dernier Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, M. Kovacs avait refusé que la ville, ou en tout cas l'agglo, prenne une part en charge sur un travailleur social. J'étais présent. Et puis finalement, vous y êtes venu. C'est faux. Si, vous aviez refusé. Vous étiez retourné vers le département qui avait dit c'est pas ma compétence. Ah si, je suis désolé. On a dit qu'on y allait si tout le monde y allait. Et ce que je note, c'est que l'État finançait à l'île d'Abo et que l'État ne finance plus aujourd'hui ici. Personne. Voilà. Bon, bref. Du coup, maintenant, vous avez changé d'avis. Et on va avoir enfin un travailleur social au sein du commissariat de police et au sein éventuellement de la gendarmerie, puis à Vienne, évidemment. Aussi. Ça me paraît important parce qu'en fait, ce n'est pas de la responsabilité du policier national de trouver un logement pour la personne victime, de s'occuper et de mettre des dispositions en route pour éventuellement protéger les enfants, etc., etc. Moi, je suis aussi assez inquiet sur les situations de couples binationaux dont la femme victime peut être parfois en France sous couvert de papiers d'identité, en tout cas de carte de séjour, dont la réalité, en tout cas l'existence, dépend de la volonté de son mari. Et on se retrouve dans des situations de violence où là, pour le coup, les victimes ne sortent pas du giron familial, tout simplement parce qu'ils ont peur d'être coupés définitivement de leurs enfants, de leur famille. Et moi, je suis assez inquiet de cette situation-là. Il faut en faire beaucoup plus. Rivage, qui, je crois, gère une partie des logements pour accueillir ces femmes victimes, me disait qu'il pourrait doubler le nombre de logements, il les remplirait. Donc, il faut travailler dans ce sens-là. Il faut aussi travailler en direction des hommes, parce que ce n'est pas logique que lorsqu'il y a, et je crois que la loi le prévoit, lorsqu'il y a, j'en suis même sûr, lorsqu'il y a un conflit intrafamilial, lorsqu'il y a des violences conjugales, que ce soit systématiquement la victime, la femme en l'occurrence, qui soit obligée de sortir du logement. Donc je pense que ce serait mieux, évidemment, si c'était l'homme qu'on logeait ailleurs et qui devait être quitté de logement. Voilà, c'est ce qui se fait aussi, la loi le prévoit, mais dans les deux situations. Donc je pense qu'il faut aussi accompagner les hommes violents.
Alors on va passer à la deuxième grande thématique de ce débat, assez vaste puisqu'il s'agit de la vie locale et de vos projets pour la ville. On va commencer par cette question un peu sensible du stationnement à Vienne. Et ce qui est assez marquant, c'est que vous avez chacun un projet de parking différent. On va commencer cette fois-ci avec Madame Florence David. Quel est votre projet de parking supplémentaire ou en tout cas de parking un petit peu plus important pour la ville de Vienne ? Alors, avant de parler de mon projet de parking, je veux qu'on parle, encore une fois, d'un diagnostic, parce que je pense qu'on n'est pas d'accord non plus sur le diagnostic. Lors d'un dernier débat, M. Kovacs disait qu'il ne devait pas être si difficile que ça de se garer à Vienne. Ben moi, je ne suis pas d'accord. Et je pense que la plupart des Viennois ne sont pas d'accord. Parce que quand on met 1 heure à se garer un samedi après-midi, c'est qu'il y a un problème de stationnement à Vienne. Quand on met 20 minutes à tourner pour pouvoir acheter des médicaments pour son enfant, c'est qu'il y a un problème de stationnement à Vienne. Quand on arrive systématiquement en retard à ses rendez-vous et qu'après on passe 1 heure à se demander si on ne va pas prendre une amende, c'est qu'il y a un problème de stationnement à Vienne. Alors aujourd'hui, les solutions pour moi, c'est d'abord de revoir complètement ce parking centre ancien. Et pour les téléspectateurs qui ne connaîtraient pas, c'est le parking qui est tout en bas de la rue Marchand, pour que les automobilistes qui viennent du Nord soient naturellement invités à se garer dans ce parking centre ancien et ensuite fassent 290 mètres pour arriver sur la place de l'Hôtel de Ville. Et parce qu'un parking, ça ne suffit pas, il faut que nous déployions des vrais parkings relais. Et je parle vraiment de vrais parkings relais, pas des parkings relais fictifs comme on a au sud ou à Gémant. C'est-à-dire qu'on ait des vraies places de stationnement et qu'on ait des navettes. Parce que pour avoir un parking relais, il faut un parking et il faut un relais. Donc pour ces parkings relais, à destination des actifs, qu'on ait des navettes fréquentes le matin, le soir, pour inciter ces personnes aussi à venir se garer en dehors du centre-ville. Et enfin, pour fluidifier la circulation, le stationnement, je veux qu'on multiplie les déposes minutes devant les commerces de boulangerie, devant les commerces de pharmacie, devant les bureaux de tabac, parce que parfois une course, ça prend 5 minutes, et qu'il faut que les personnes qui aient besoin de 5 minutes puissent se garer et repartir rapidement. On est à peu près dans le timing, mais je vous demanderai de continuer de rester concis si on veut tenir le temps. Thierry Kovacs, à propos de ce parking, donc dans le mandat qui se termine, vous aviez un projet de parking à place de l'Hôtel de Ville qui n'a pu se faire. Qu'est-ce que vous proposez dans votre programme pour le mandat à venir ? Et je ne vais pas revenir sur ce que je propose, tout le monde le sait, c'est d'essayer d'aller jusqu'au bout de ce... Je voudrais réagir à ce que dit Mme David. D'abord, je voudrais réagir à la vidéo que vous avez postée ce matin, Mme David, ou hier soir, qui est infantilisante. Je vous le dis, qui est infantilisante pour les Viennois. C'est un tuto, M. Kovacs. Si vous ne l'appréciez pas, j'en suis navrée, mais c'est aussi notre responsabilité de montrer qu'un calcul, on peut le faire des deux côtés. Je ne me suis pas permis de vous interrompre, donc vous verrez ne pas m'interrompre. C'est infantilisant en expliquant aux Viennois comment se fait une division. C'est vraiment la Macronie dans toute sa démonstration de prendre les électeurs pour des enfants. Ça a pris un peu de temps avant d'arriver finalement à la Macronie. Allez, place de l'Hôtel de Ville, il n'y a pas 100 places, il y a 79 places, place de l'Hôtel de Ville. Plus les 13 places qui sont sur le côté, plus les 22 qui sont juste devant l'Hôtel de Ville. Ah mais vous savez, on a les réseaux sociaux, c'est très simple, maintenant je pourrais aller les compter. Vous ne pouvez pas compter les places dans la cour de l'Hôtel de Ville. La cour de l'Hôtel de Ville n'a jamais été un parking, c'est provisoire. Elles sont présentes. Elles sont présentes. Ça veut dire que vous allez les supprimer. Revenir sur vos vraies propositions. Non, je veux réagir parce que les propositions qui ont faites... Non mais elles sont présentes ou elles ne sont pas présentes aujourd'hui ? La surélévation. Et il y a 22 places ou il n'y a pas 22 centre places ? ancien n'est pas possible. Eu égard à ce que les prescriptions des archéologues, quand nous avons construit ce parking, avec un positionnement des piliers et une profondeur des piliers et une résistance des piliers qui ne permet pas un agrandissement en surélévation. Si c'était aussi simple que ça, nous l'aurions fait déjà depuis longtemps. Par contre, ce que vous n'entendez pas, Madame David, dans votre calcul, c'est que les 7 millions de fouilles, mais jamais on fera un parking avec 7 millions de fouilles. Donc vous ne le ferez pas. Donc quand vous calculez ça, moi je m'en tiens au 1,5 million que la DRAC m'a annoncé en sous-préfecture, en me disant, Monsieur le maire, ça vous coûtera entre 1 million et 1,5 million, ça sera cher. Nous avons provisionné le 1,5 million et nous mettrons pas plus que 1,5 million dans les fouilles, soit par l'obtention d'un jugement au tribunal administratif, soit par le fait... Cour administrative d'appel. Soit par le fait... Arrêtez d'interrompre, gardez votre calme. Soit par le fait que si l'État veut faire du cœur de ville, il va falloir qu'il mette la différence. Parce que vous ne produirez pas de l'offre de logement en ville s'il n'y a pas de stationnement. Et ce ne sont pas les parcs relais qui permettront à ceux qui veulent venir habiter en ville de garer leur voiture. Personne n'acceptera de garer sa voiture à 3 km de son domicile. Si nous voulons remettre sur le marché des logements en centre-ville, il faut du parking en centre-ville. Et ça, si l'État veut faire du cœur de ville,
soit il diminuera les prescriptions de fouilles, soit il prendra la différence à sa charge dans le cadre du dispositif Cœur de Ville. Est-ce qu'il m'est possible de répondre ? Très rapidement, en 2 mots. Vous avez une notion du possible et de l'impossible qui est assez étonnante, Monsieur Kovacs. Vous considérez comme étant possible un parking à 13,7 millions d'euros et vous considérez comme étant impossible un parking centre ancien que vous aviez vendu à tous les commerçants de la rue Marchande comme étant possible et évalué dès le départ de pouvoir faire un étage supplémentaire. Allez demander à tous les commerçants de la rue Marchande. Ils me l'ont tous dit. Monsieur Kovacs, alors adjoint au stationnement, est venu nous dire personnellement qu'on pourrait faire un étage supplémentaire. Non, je ne raconte pas n'importe quoi. Mais écoutez, les électeurs jugeront puisque c'est à eux que vous avez raconté ces histoires. Je crois qu'effectivement, les électeurs jugeront. Les électeurs jugeront, vous avez raison. Tout à fait. On va passer au projet. Vous avez aussi votre projet de... J'ai des doutes, j'ignore, j'ai pas les éléments techniques, mais j'ignore si nous pouvons faire un parking supplémentaire, un étage supplémentaire sur parking centre ancien. J'ai pas les éléments techniques, j'ai des doutes là-dessus. J'admire l'obstination du maire pour son parking souterrain place de l'Hôtel de Ville, auquel objectivement merci de m'admirer. On ne connaît, enfin personne n'y croit, monsieur le maire, je vais vous le dire. Si, techniquement. Mais non, même les habitants viennent n'y croient pas. Comme nous vous le disions déjà en 2014, et je crois que vous avez déjà dépensé trop d'argent dans cette 160 000 lubie, et j'estime que c'est une lubie. Nous avons un projet radicalement différent, nouveau, un parking en centre-ville, derrière le collège Ponsard, un lieu en plus où il n'y a pas d'habitation, donc avec des allées et venues de voitures qui ne gêneront absolument personne, qui est accessible, c'est accessible au centre-ville à quelques mètres à pied, qui peut potentiellement recueillir le même nombre de places que celui envisagé par monsieur le maire dans son projet de parking souterrain, et qui permet en plus de créer, c'est une opportunité de créer des équipements sportifs. Donc nous détruirons à cette occasion-là des équipements sportifs modernes, notamment un nouveau dojo, une nouvelle salle de sport, en partie sur site et en face à l'école Nicolas Charrier, dont la fermeture est déjà programmée. Donc c'est une idée qui va être complexe à donner, ça va être le plus gros projet de notre mandat, clairement, en termes d'infrastructure, d'urbanisme, ce sera le plus gros projet. Une entrée de ville qui mérite d'être requalifiée, qui est aujourd'hui très insécurisante pour les milliers d'élèves de l'Institution Saint-Charles et du Collège Ponsard. Donc c'est une opportunité de redessiner cette entrée de ville, de laisser les voitures là, en entrée de ville, à quelques centaines de mètres, même dizaines de mètres d'accès de la rue Marchande, qui aujourd'hui a vraiment besoin de plus de chaland. Moi je pense que c'est une idée en fait, auquel personne n'avait pensé. On l'a fait étudier, des architectes et des urbanistes nous disent que c'est possible et que c'est une bonne idée compte tenu du lieu choisi. Nous le ferons et on ne restera pas sur cette idée à la fois de parking centre ancien, enfin en plein milieu de la place de l'Hôtel de Ville en souterrain, dont on sait pertinemment qu'elle ne se ferait pas. Et j'estime moi que le nombre de places offertes par Madame David et Monsieur Rubagotti, c'est une centaine de places en plus, n'est pas suffisant, n'est pas à la hauteur du problème, parce qu'effectivement le problème c'est pas de laisser stationner, ou ce n'est pas que laisser stationner des clients pour les commerces et des usagers pour les services publics, c'est aussi et surtout des places de parking pour les résidents. Nous avons une vacance de logement dans le centre-ville qui est bien plus importante qu'ailleurs. Et donc il faut impérativement trouver des places pour ces résidents. C'est dans ce sens-là que nous allons travailler pour créer cette idée de nouveau parking. Pardon, mais à quelle échéance pour faire beaucoup plus rapidement que votre parking en souterrain. Pour faire un parking, là où vous le dites, il faut avoir vidé l'école Nicolas Chaurier. Pour vider l'école Nicolas Chaurier, il faut avoir rénové l'école Ferdinand Buisson. C'est un gros projet. Et pour rénover l'école Ferdinand Buisson, il faut avoir refait l'Ocagère dont la fin des travaux est prévue pour 2023. Non, mais ça, vous promettez juste un parking pour 2028-2030. On peut changer l'ordre de priorité. 2028-2030. Non, ça c'est votre calendrier, monsieur. Ça c'est votre calendrier. C'est l'opération tiroir. C'est l'opération tiroir. Oui, c'est l'opération tiroir, mais qui est réaliste. Et honnêtement, quand vous me dites ça, vous n'êtes pas crédible, puisque en 6 ans, vous n'avez toujours pas commencé la première pelletée pour creuser votre parking. Monsieur Rubagotti, vous avez donc une autre proposition. Oui, voilà. Maintenant qu'on sait que les trois propositions sont infaisables, on va peut-être passer à quelque chose qui est beaucoup plus concret, moins coûteux et mis en place rapidement. Parce que j'aimerais bien savoir aussi, à la place de Nicolas Chaurier, si on va reloger le dojo, du karaté, du judo, la salle de musculation, le gymnase, le ping-pong, les syndicats, tout là-bas. Bon, ok. Les associations elles-mêmes n'en doutent pas. Ah bah si. Non, ils sont d'ailleurs très inquiets. Alors pas du tout. Bon, ça c'est infaisable, le parking souterrain c'est infaisable. Ce que vous nous dites c'est infaisable, Madame David. Alors maintenant on va passer au faisable. Au faisable, il y a une solution simple. Déjà le parking du Champ de Mars, oui ça crée que 100 places, mais on peut rouvrir le parking du Champ de Mars
en dehors de l'aveugle, bien entendu, et ça créerait plus de 100 places. En effet, je m'étais planté, c'est pas 100 places, c'est 120 places. Vous avez Gratuit raison. ou payant? Non, avec une heure de stationnement gratuit. D'ailleurs, on va passer tous les parkings de Vienne à 20 minutes, qui est beaucoup trop court pour faire les courses, ce que je conviens tout à fait, à une heure de stationnement gratuit. La réouverture du Champ de Mars, qui créera 120 places de plus. Enlever le statut place, de la place Camille Jouffret, le statut parking ouvrage. D'ailleurs, comme son nom le dit, c'est une place, pas un parking ouvrage. Donc, à part augmenter les tarifs de stationnement, ça n'a aucune utilité. Et nous ferons des études pour plus tard pour faire des vrais parkings relais, comme disait Madame Davin, ce qui n'est pas une mauvaise idée, mais en attendant, il faut donner une solution concrète et peu chère. Première phase, on rouvre le parking du Champ de Mars. Deuxième phase, on étudie les parkings relais. Mais comme disait aussi M. Kovacs, les gens ne vont pas vouloir se garer à 3 km au nord, oui, de chez eux. Exactement. Donc ce seraient des parkings relais en priorité pour les commerçants, qui seraient des navettes gratuites. Parce que les commerçants, il y en a plus de 500 au centre-ville, et en moyenne, il y a 2 personnes qui travaillent par commerce. C'est-à-dire qu'on a peut-être, même s'ils viennent avec une voiture pour 2, ça fait 250 places qui sont usées que par les commerçants. Donc on verra avec les commerçants, s'ils veulent bien utiliser ces parkings relais en deuxième phase, qui libérera 250 places pour leurs propres clients. Voilà, ça c'est des solutions à court terme et à long terme, c'est des solutions concrètes qui ne coûtent pas cher, qui ne prêtent pas à faire des plans sur les comètes et qui répondront tout de suite à la demande des Viennois. Là, on a beaucoup parlé des automobilistes, mais peu des piétons et notamment des transports publics. Est-ce qu'il faut rendre les transports publics gratuits? Est-ce qu'il faut augmenter l'offre de transport public à Vienne, Madame David? Ma position, elle est tout aussi claire, c'est qu'il faut qu'on développe de manière importante l'efficacité des transports publics. Pour que les personnes qui viennent de Malissol, par exemple, ont 2 bus qui partent quasiment en même temps, prennent 2 itinéraires et arrivent au centre-ville en même temps, puissent avoir une plus grande fréquence. Parce qu'aujourd'hui, moi je connais beaucoup de personnes à Malissol, à Saint-Benoît, qui souhaiteraient prendre les transports publics, mais qui ne peuvent pas les prendre parce que cela ne correspond pas à leurs horaires, soit de travail, soit de train. De telle sorte que la ligne 1, par exemple, eh bien, on ne la prend pas quand on vient de Saint-Benoît parce qu'elle arrive 5 minutes après le départ du train pour Lyon. Donc pour ces raisons, je pense qu'il faut développer de manière vraiment intensive les transports publics sur Vienne, évidemment, puisque c'est une compétence de l'agglo, sur l'agglomération. Pour ce faire, je pense que nous n'avons pas les moyens, dans un premier temps, de pouvoir passer par une gratuité des transports publics. D'autant plus que les études là-dessus le démontrent. L'augmentation des transports, par la gratuité des transports, va prioritairement aux personnes qui sont piétons ou vélos. Finalement, ce n'est que 1 à 2% des voitures qui se rabattent sur le transport public parce qu'il est gratuit. Donc misons d'abord sur l'efficacité et dans quelques années, si jamais nous avons les moyens, mais sans augmenter ni la taxe foncière ni la cotisation des entreprises, nous verrons pour pouvoir envisager une gratuité pour certains types de transports. Par exemple, à destination effectivement des parkings relais, parce que les commerçants, vous avez cité les actifs et notamment les commerçants, mais il n'y a pas que les commerçants en centre-ville, on a énormément de professions libérales. Donc moi j'estime à plus que 500 personnes, les personnes qui pourraient être touchées par ces parkings relais. Eh bien, mettre des navettes gratuites pour inciter ces personnes à se garer en dehors de l'hypercentre, c'est effectivement une gageure que nous souhaitons relever. Monsieur Thierry Kovacs ? Je suis un peu gêné par vos questions parce qu'en réalité, ce sujet, c'était la vie locale et vos grands projets d'investissement. Mais du coup, vous orientez les grands projets d'investissement et on ne peut pas dévoiler nos propres grands projets d'investissement. Mais je vais répondre, puisqu'en plus, sur le transport, c'est plus là du fonctionnement que de l'investissement dont il est question. Vous avez raison, la voiture, moi je ne crois pas à une ville sans voiture. Mais en même temps, on ne doit pas laisser toute la place à la voiture. Et donc, il faut développer des modes alternatifs à la voiture. Quels sont-ils? La marche à pied. Il faut qu'on poursuive notre plan trottoir. Nous avons refait 8 km de trottoir dans ce mandat. Il en reste 80. Il y en a 80 en tout. On va en refaire entre 15 et 20 sur le prochain mandat. Deuxième mode alternatif à la voiture, le vélo. Nous avons fait sur ce mandat cette colonne vertébrale nord-sud. On part d'Estresin, on va jusqu'au collège de Lille, voire même jusqu'au barrage de Reventin-Vaugry pour rejoindre la Via Rona, de manière aujourd'hui sécurisée. Sur le prochain mandat, nous avons prévu de faire 3 côtes sur cette colonne vertébrale pour rejoindre des quartiers est jusqu'à la vallée du Rhône, jusqu'au bord du Rhône. Et puis le troisième sujet, vous avez raison, c'est les transports. Transport, on a 2 sujets. On a un niveau de l'offre qu'il va falloir accroître dans le cadre d'une DSP. C'est une société privée et le réseau que nous vivons aujourd'hui a été pensé il y a juste 6 ans ou 7 ans.
Et nous sommes en train de travailler sur une nouvelle DSP qui va d'ailleurs intégrer les 2 rives du Rhône, avec un réseau de bus qui va desservir par exemple la clinique Fresnel, ce qui n'est pas fait aujourd'hui. Ce qui ressort des débats qu'on a avec les usagers, c'est qu'on a une différence d'offres entre la période scolaire et la période de vacances scolaires. Et il faudrait qu'on ait une égalité d'offres sur l'année, à part la période peut-être du 14 juillet ou au 15 août. Ensuite, la tarification, moi je suis entre les deux. M. Binet propose la gratuité totale. Il y a des expériences qui sont menées qui montrent que ça fait réduire l'utilisation de la voiture de seulement 1%. Je pense qu'on peut, en revanche, se poser la question sur, oui, je suis pour un parc relais au sud. Et pour que le parc relais au sud fonctionne, il faut que la navette qui relie ce parc relais au centre-ville soit gratuite. Et à ce moment-là, vous ne délivrez plus d'abonnements, actifs zone verte pour ceux qui habitent en Puy, les Côtes d'Arrêt, Saint-Prin-Chaunat, tout le sud, qui passent devant Etcheberry, parce que vous leur offrez la possibilité de rentrer en ville avec une navette gratuite, et à ce moment-là, vous sortez 200 voitures des zones vertes. Là, vous réduisez l'utilisation de la voiture. Oui, je pense qu'il y a une étude à mener sur les activités du mercredi après-midi. Le mercredi après-midi, une maman qui doit amener ses 2 enfants à la médiathèque, si elle doit prendre 3 tickets de bus aller, 3 tickets de bus retour, ça lui coûte plus cher de prendre le bus que de prendre sa propre voiture. Est-ce que les activités du mercredi après-midi ne doivent pas être gratuites, le transport ne doit pas être gratuit pour permettre à un certain nombre de parents, grands-parents, assistantes maternelles, d'amener leurs enfants, petits-enfants ou les enfants dont elles ont la garde à des activités de manière gratuite. Donc je pense qu'il y a un sujet. Mais M. Binet, pardon, mais la gratuité, c'est pas le maire de Vienne qui décide, c'est l'agglo. Ce sont 30 maires. Et moi, j'ai eu pour habitude dans ce mandat avec les 30 maires d'amener des sujets quand il y avait un consensus, quand les 30 maires étaient d'accord. Et donc, il y a juste l'étape quand même d'un débat et l'étape d'une étude à mener sur la tarification. Erwan Binet, donc vous défendez la gratuité? Oui, moi je défends la gratuité et je ne le fais pas, c'est pas un coup politique, j'y ne croyais pas au départ. Ce sont des colistiers et des personnes qui ont participé très activement à la préparation du programme. Et pour tout vous dire, l'été dernier, en 2008, je suis parti dans mon lieu de vacances avec tous les rapports sur ce sujet-là et j'en suis sorti convaincu. Pas convaincu sur la gratuité de manière globale et principielle sur tous les transports, je suis convaincu parce que ça marche dans les villes moyennes. Nous sommes une ville moyenne. Calais vient de déclarer, enfin d'installer la gratuité sur les transports en commun depuis le 1er janvier. En un mois, ils ont constaté une hausse de la fréquentation de plus 70% et plus 120% sur certaines lignes. Donc moi je pense que c'est efficace. Oui, il y a un biais. Le biais, c'est que il y a moins de report modal, c'est-à-dire de gens qui abandonnent la voiture pour prendre le transport commun que espéré. Pour quelle raison? Parce que dans ces villes moyennes, en général, il n'y a pas de problème de circulation. Nous, on en a. On a des problèmes de saturation du stationnement, des problèmes de saturation de la circulation, comme la métropole de Lyon. D'ailleurs, on a à peu près à Place Saint-Louis le même nombre de voitures qui passent chaque jour que le nombre de voitures qui rentrent par la 7 dans Lyon, 110 000. Et donc, je pense que le report modal sera plus important dans notre ville. Mais donc, la gratuité ne suffit pas non plus. Il faut développer l'offre. Il faut développer l'offre. Et il faut simplifier l'usage du bus. Et quand j'entends Monsieur le maire, je comprends que ça va être encore plus compliqué s'il continue d'être maire de Vienne avec de nouveaux tarifs pour les mercredis après-midi. Je crois qu'aujourd'hui, il y a 19 tarifs différents. Il y en a même un tarif où il n'y a qu'un abonné. C'est une personne qui a pris l'abonnement avec le parking relais Etcheberry. Il y a un abonné. Mais tous les ans, la communauté d'agglo continue d'adopter 19 tarifs différents. Il faut que ce soit simple. Parce que si ce n'est pas simple, ce ne sera pas attractif. Il faut mettre du cadencement, il faut faire que les lignes puissent répondre effectivement aux besoins des TER. On ne peut pas aujourd'hui prendre le dernier TER à Lyon et arriver à Vienne parce que tout simplement, enfin en tout cas il faut sa voiture, tout simplement il n'y a plus de bus quand on arrive à Vienne après 20h. Donc l'offre de service, moi je n'ai pas une baguette magique, je ne sais pas s'il faut, en tout cas a priori j'ai des idées, mais je pense qu'il faut la discuter avec les usagers, avec les maires évidemment des collectivités qui sont concernés parce qu'ils ont intérêt aussi, les habitants du Pays viennois, à utiliser les transports communs au sein de Vienne, parce qu'ils utilisent aussi les services de Vienne. Mais je pense qu'il faut qu'on discute avec les Viennois. La gratuité, on l'instaurera et il faut qu'on discute avec les Viennois sur le développement de l'offre. Est-ce que c'est des lignes plus étendues sur le territoire, notamment évidemment à la clinique Fresnel? Est-ce que c'est des lignes plus tard le soir? Est-ce que c'est plus de bus en cadencement dans la journée? Tout ça, ce sont des questions qu'il faudra trancher avec les habitants. Monsieur Adrien Rubagotti, vos propositions en matière de mobilité, de transport?
Évidemment, moi je suis contre la gratuité pour plusieurs raisons. Déjà, d'une, c'est l'intercommunalité qui finance la gratuité des transports. Donc, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le même service, les petites communes autour, que la ville de Vienne. 80% des bus circulent dans la ville de Vienne et c'est toute l'intercommunalité qui va payer. Mais c'est le cas aujourd'hui. Oui, c'est le cas aujourd'hui. C'est les impôts qui payent les transports. Oui, et la gratuité, ils vont payer aussi encore plus pour un service qu'ils n'ont pas plus. Donc c'est complètement inadmissible. C'est inadmissible. Vous parlez d'égalité souvent dans vos programmes. Ils utilisent d'équité, ils n'ont pas. Oui, mais à 20%, 80%, ça dépend que de la ville. Il faut être réaliste. Il n'y a pas d'égalité là-dedans quand c'est tout le monde qui paye et qu'il n'y a pas le même service. Enfin bref. Par contre, revoir les horaires de bus par rapport aux correspondances, des trains ou des choses comme ça, à mon avis, oui, c'est inévitable. Avoir des bus qui circulent plus tard la nuit, oui, c'est une bonne solution. La gratuité, non. Revoir, faire une audit pour voir le besoin des circuits des bus par rapport à la demande des personnes, ça, il faut y faire. Mais après, parler de gratuité, non. Voilà, en ce qui concerne les bus. Alors on va passer à un autre sujet, celui du tourisme. Vienne est une ville touristique. Et pour qu'elle le soit encore plus, est-ce qu'il faut faire évoluer, ce que proposent certains candidats, l'actuel dispositif muséographique? Et question sous-jacente, comment développer le tourisme à Vienne? Et à la limite, faut-il le développer d'ailleurs? Florence David? Le tourisme, la culture à Vienne, je l'ai toujours dit, c'est un des points forts. Et il faut que nous engagions tous à continuer de faire rayonner Vienne au national et à l'international. Évidemment, nous avons des pistes d'amélioration, et notamment culturelles, parce qu'aujourd'hui, la culture bénéficie surtout aux habitants du centre-ville. Les festivals se tiennent dans le centre-ville et ne bénéficient absolument pas au quartier. Pour cette raison, nous voulons mettre en place un festival off du jazz à Vienne qui bénéficie cette fois au quartier, notamment au quartier, parce que, comme le principe du Caravan Jazz, il pourra bénéficier aussi à d'autres villes de l'agglomération. Mais de telle sorte que tous les habitants de Vienne se sentent inclus dans une politique culturelle. Et puis, il y a autre chose qui m'a toujours choquée à Vienne, c'est qu'on a le Rhône d'un côté et on a la ville de Vienne de l'autre. Il n'y a pas de proximité entre les deux. Moi, je veux qu'on se réapproprie ce Rhône, qu'on le valorise. Et pour ça, je veux remettre en place la Biennale du Rhône, qui mettra en valeur le Rhône et tous les sports nautiques. C'est la fête du Rhône. Et ensuite, j'y tiens, je veux que nous développions l'idée d'un camping, que nous remettions à l'étude, parce que tous les Viennois qui m'en ont parlé avaient une petite nostalgie dans la voix en me parlant du camping sur la zone de Levaux. Aujourd'hui inondable, donc ça ne pourra pas être là. Maintenant, je pense qu'un camping, si nous arrivions à le recréer, permettrait aussi d'avoir du tourisme jeune, qui permettrait de pérenniser la saison d'été et, par exemple, de développer encore plus le Festival des Authentiques. Monsieur Kovacs ? Oui, bien sûr qu'il faut continuer à développer le tourisme. D'ailleurs, entre 2014 et 2019, c'est plus 60%. On est passé de 200 000 à 320 000 touristes sur notre territoire. Et c'est derrière des emplois, de l'économie et de l'enrichissement de notre territoire. Qu'est-ce qu'ils viennent faire, nos touristes? Ils viennent visiter notre patrimoine. Il faut que nous continuions à restaurer nos monuments, la cathédrale, le théâtre antique, l'Odéon. Ensuite, oui, il nous faut un grand musée, un musée de l'histoire de Vienne. Monsieur Binet, pardon, c'est pas arrêté. J'ai jamais dit que ça serait un musée municipal. Ça peut être un EPCC, ça peut être un musée départemental. En tout cas, il nous faut aller vers ce grand musée à la hauteur de l'histoire de notre ville. 3, il nous faut continuer à développer le tourisme fluvial. Nous sommes passés de 40 000 à 67 000 touristes fluviaux. Nous allons agrandir la halte nautique pour accueillir 3 paquebots en même temps et attirer 100 000 touristes par an. Et en même temps, nous allons y mettre un transformateur électrique qui va permettre aux bateaux, qui va même obliger les bateaux à couper leur moteur pour arrêter cette pollution atmosphérique lorsque les bateaux sont à quai et pour limiter le bruit également pour les riverains. 4e volet, le cyclotourisme, la Via Rona, 100 000 vélocistes par an. Il faut que nous soyons une ville-étape. Et je veux d'ailleurs que nous soyons la ville de départ du tronçon sud, entre sud de Lyon, parce qu'entre Lyon et Vienne, ça ne passe pas. Donc il faut que Vienne soit la porte d'entrée sud de la Via Rona, Vienne, Marseille, et organiser tout un tas de services, bien évidemment, comme a su le faire le Puy pour le chemin de Compostelle. Et puis, dernière chose, le no-tourisme. On a la chance d'avoir dans cette région les plus grands vins, des vins qui ont été même notés meilleurs vins du monde. Quand on a ces viticulteurs, quand on a la famille Guigal qui veut développer le no-tourisme, il faut bien évidemment pouvoir les accompagner pour avoir cette ambition d'être la 2e région touristique de France. Arwen Binet, quelles sont vos préconisations donc, en matière muséographique, en matière de tourisme?
En matière de tourisme, il faut continuer la dynamique dans laquelle nous sommes là, sans mettre forcément, je pense, en revanche, tous les œufs dans le même panier, c'est-à-dire concentrer la volonté d'attirer les croisiéristes et en grande partie les croisiéristes. Il faut évidemment accueillir tous ceux qui arrivent à Vienne à travers effectivement ces bateaux de croisière qui sont de plus en plus nombreux. C'est très bien, c'est comme s'il y avait un hôtel en plus à Vienne, mais force est de constater que ce n'est pas la richesse de Vienne, en tout cas les retombées économiques ne sont pas énormes, et il faut aussi pouvoir travailler sur d'autres modes touristiques. Nous proposons de développer le tourisme vert, écologique, responsable, qui est aujourd'hui en plein boom. Nous proposons également de développer, c'est une des stratégies qui commence à être mise en place par l'Office de tourisme et par l'Aglo, le tourisme lyonnais, parce qu'on a beaucoup de Lyonnais qui ignorent finalement l'attraction et en tout cas la richesse de Vienne. Il faut aussi développer notre image, non pas uniquement sur le patrimoine, mais aussi sur nos autres richesses. La culture, et pas uniquement pendant l'été. On a une culture foisonnante à Vienne, des lieux et des acteurs culturels qui sont foisonnants. Et aussi, on a une gastronomie sur laquelle, je crois, on ne capitalise pas assez. Le vin, effectivement, mais aussi un marché de producteurs que beaucoup nous envient. Un nombre de restaurants à Vienne qui est beaucoup plus important que la moyenne des villes de notre taille. Donc il faut qu'on puisse capitaliser là-dessus, c'est important. Nous sommes dans la région lyonnaise. Lyon capte vraiment toute la dynamique autour de la gastronomie. Il faut que puissions, nous, développer intelligemment les choses pour pouvoir aussi hausser du col de ce côté-là, parce qu'on a les moyens de le faire. Monsieur Adrien Rubagotti. Alors, en ce qui concerne l'attractivité de notre commune, moi, ce que je regrette avant tout, c'est que le 15 juillet, ça soit la fin de la saison estivale pour Vienne. C'est-à-dire qu'après le festival de jazz, après le 14 juillet, Vienne devient une ville morte. Et pourtant... Il y a les concerts, monsieur Rubagotti. À part les concerts qui se déroulent au Théâtre Antique, justement, c'était pour revenir là-dessus, on voulait, nous, dans notre programme, on ne l'a pas noté sur le tract, mais c'est dans le programme, oui, on ne peut pas tout mettre, après c'est illisible, prolonger la scène de Cybèle d'une semaine, avec faire venir des soirées à thème, des petits groupes locaux qui se feront un plaisir de venir jouer pendant une semaine de plus sur la scène de Cybèle. En contrepartie, où on préfère une promotion de la part de la ville ou une première place pour un concert au Théâtre Antique sur le groupe qui serait élu le meilleur groupe de cette petite compétition, et ça attirerait un public nouveau. On ne supprime pas le jazz, mais on prolonge d'une semaine l'attractivité par rapport au festival. Il y avait ce point-là sur la culture, sur l'attractivité, plus les croisiéristes, pardon. On en parlait tout à l'heure, on dit on va augmenter le quai pour faire venir plus de croisiéristes. Eh ben moi j'ai rien contre, évidemment c'est une bonne chose. Sauf que ces croisiéristes, ils font que passer en ville, ils ne s'arrêtent pas. Moi je pense qu'il faut qu'on négocie avec les tours opérateurs. C'est pas vrai, monsieur Rubagotti. Ils dépensent en moyenne, il y a une étude qui a été menée, j'aimerais bien savoir quand ils dépensent, parce qu'ils font que 43 € par jour à Vienne. Il y a une étude là-dessus. Il y a une étude, oui, 43. Même pas en ville, et donc, vous faites le calcul, 100 000 touristes, ça fait 4,3 millions de chiffre d'affaires pour la ville. On fera quand même une négociation avec les tours opérateurs qui libèrent les touristes au moins 2 heures en ville, qui puissent aller consommer et qui fassent marcher l'économie locale. Parce que c'est le but aussi. C'est 2 heures, monsieur. Non, mais ils font des tours, ils font des circuits. Tous les Viennois vont le dire, il y a un bonhomme qui se promène avec un panneau et tout le monde le suit. Je suis désolé, ils s'arrêtent pas. Vous les voyez en terrasse, face au temple, vous les voyez... Oui, face au temple, on les voit pas sur les terrasses, ni des bars, ni des restaurants. Je vais jouer le rôle de médiatrice, je crois qu'effectivement... J'entends, effectivement, j'ai moi aussi entendu beaucoup de Viennois dire les excursionnistes passent et ne s'arrêtent pas. Ça n'empêche qu'effectivement, dans le schéma touristique, je suis d'accord avec M. Kovacs, il y a 43 € par jour, il y a plus de 2 millions qui sont dépensés par ces excursionnistes. Mais on peut améliorer. Non, mais ce que je souhaiterais, moi, c'est que les produits qu'ils mangent sur le bateau arrêtent de venir des Pays-Bas, par exemple. Qu'on puisse avoir, on a une bonne gastronomie ici, que les excursionnistes puissent en profiter. Et ça nécessite d'avoir des livraisons qui soient un petit peu supérieures. Ils viennent pas des Pays-Bas, ils viennent d'Espagne, ils vont aux Pays-Bas, et ils redescendent. Pardon, après, ah bah si, j'ai vu avec un directeur de bateau, si, désolé. On va terminer ce chapitre parce que le timing est quand même serré. On va passer au 3e chapitre, celui de l'écologie. On n'a pas d'autres projets sur... moi j'aurais dû... Vous aurez la possibilité, vous allez voir, il y a une question justement qui va dans votre sens. Ah bon? Vous allez pouvoir vous exprimer. Vous connaissez mon sens? Dans votre sens de vous exprimer sur vos grands projets. D'accord, très bien. Et donc l'écologie, c'est un domaine qui a fait le plus fortement irruption dans cette campagne électorale. Bon,
On parle de la qualité de l'air, qui est un vrai problème dans la vallée du Rhône et la métropole, donc qui est aussi un sujet d'inquiétude primordial pour les Rhône-Alpins comme pour les Viennois. Bon, c'est vrai que question qualité de l'air, les maires ont peu de possibilités d'intervenir, ça ne dépend pas beaucoup d'eux, mais en revanche, dans l'ensemble des programmes, on voit la volonté de verdir la ville. On a même vu des candidats proposer de créer des forêts urbaines. C'est vrai. Donc quelles sont vos préconisations dans ce domaine de l'écologie, Thierry Kovacs, pour commencer? Moi, je pense que les priorités en matière d'écologie, c'est la lutte contre le réchauffement climatique. On voit bien qu'on va dans le mur. Tous les rapports le montrent. Je veux dire, si on ne change pas notre modèle, on va léguer une terre invivable à nos enfants et petits-enfants. Tous les rapports le disent. Tous les rapports disent aussi qu'il est encore temps. On peut éviter le pire. Pour éviter le pire, il faut engager nos actions dans deux directions majeures pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. 1, réduire nos consommations énergétiques. C'est ce que nous avons commencé à faire depuis 2014. Et pardon, l'écologie n'est pas un sujet nouveau pour nous. Le plan école, on refait l'ensemble de nos écoles qui consomment 50% d'énergie en moins. La réfection de nos gymnases. La réhabilitation ad vivo. Nous sommes en face du champ de Mars. Nous sommes passés de bâtiments qui étaient en étiquette énergétique E, voire F, en étiquette énergétique B. Ça consomme 70% de gaz en moins pour chauffer un logement. Ça fait faire des réductions, des économies pour le locataire. Donc, il nous faut poursuivre, et c'est ce que nous allons faire, donc des grands investissements pour rendre nos bâtiments moins énergivores. L'éclairage public. Nous avons changé 2000 des 4000 points lumineux, 1 million de kilowattheures aujourd'hui en moins. C'est autant de rejets de CO2 en moins dans l'atmosphère. Deuxième grand volet, parce qu'on aura toujours besoin d'énergie, c'est favoriser les énergies renouvelables. La première zone économique 100% photovoltaïque en France, nous l'avons créée ici en Pays Viennois, c'est la zone du Rocher. Alors, Madame David va me dire, il n'y a que 3 entreprises. Pardon, il y a 15 lots de vendus sur 21, ça va pousser comme des champignons. Mais suivez les délibérations du Conseil communautaire. Il y a 15 lots qui sont aujourd'hui vendus, des bâtiments, des permis de construire qui sont déposés. Et c'est 30 000 m² de panneaux photovoltaïques qui vont être installés d'ici les prochains mois. Le premier office HLM en France à avoir mis à disposition ses toitures pour installer du photovoltaïque, c'est Advivo. 18 000 m² de panneaux solaires aujourd'hui installés, 25 000 bientôt. La station d'épuration. Nous avons fait en sorte que les eaux usées des habitants de ce territoire soient transformées en biogaz. Un biogaz que nous nous injectons dans le réseau et que nous gardons pour une partie pour faire rouler nos bennes à ordures ménagères et pour faire tourner depuis la semaine dernière les 3 premiers bus au biogaz. Les eaux usées des habitants de Vienne se transforment en biogaz qui font rouler les bennes à ordures ménagères et les bus. Et donc nous allons poursuivre avec 2 projets majeurs. On va continuer bien évidemment la solarisation et on va permettre aux particuliers de faire la même chose que pour Advivo ou les entreprises. C'est-à-dire de mettre à disposition leur toit pour qu'on puisse installer des panneaux solaires sans que ça leur coûte 1 €. Nous allons installer 2 microturbines sur la Gère pour produire l'électricité nécessaire à l'ensemble de l'éclairage public. Ça veut dire que d'ici 3 ans, l'éclairage public à Vienne ne produira plus 1 gramme de CO2 dans l'atmosphère. Et enfin, nous avons ce projet avec Yoplait Candia qui va nous permettre, en récupérant la chaleur fatale de cette entreprise, de chauffer l'ensemble du quartier du Grand Estresin et l'école Claude Bernard. Pour répondre, pardon d'avoir fait ça, mais c'est la priorité des priorités de lutter contre les émissions de gaz à effet de serre. Oui, nous allons verdir la ville. Nous avons un plan 1000 arbres. Nous allons végétaliser les cours d'école qui ont toutes été imperméabilisés, mais pas qu'à Vienne, en France. Et nous allons mettre même des arbres fruitiers pour apprendre à un enfant qu'un fruit, ça ne pousse pas dans une cagette en grande surface. Ça vient d'un arbre, d'une fleur et de la pollinisation de la fleur par un insecte. Il nous faut recréer du lien entre la nature et l'homme. Si l'homme a si peu considéré la nature ces dernières décennies, c'est qu'on a coupé ce lien et il faut recréer ce lien entre l'homme et la nature. Monsieur Erwan Binet, vos propositions en matière d'écologie? La sobriété écologique, c'est quelque chose d'important, mais ce n'est pas uniquement le seul volet qui nous suivra, qui nous sauvera et qui sera une réponse à l'urgence climatique. Il faut agir sur tous les sujets concernant la transition écologique, changer de modèle profondément. Pour nous, à Vienne Citoyenne, c'est notre
On a 3 piliers transversaux qu'on imposera sur tous nos projets et sur toutes les décisions à venir durant le prochain mandat. Et la transition écologique est le premier d'entre eux. C'est l'une des raisons d'ailleurs pour lesquelles le parti Europe Écologie Les Verts nous soutient dans notre démarche. C'est notre priorité, mais ça ne veut pas dire uniquement consommer moins d'énergie, ça veut dire aussi mieux respirer, ça veut dire aussi consommer différemment et mieux consommer, ça veut dire aussi, pour la cantine notamment, les cantines scolaires, parce que c'est une des responsabilités du maire et de la municipalité, c'est de se fournir en produits qui n'ont pas un impact écologique important, parce qu'on peut nous consommer moins, on produire un peu plus vert, mais si on importe évidemment des projets et des produits pour nos cantines qui viennent de trop loin, c'est aussi de la production de gaz à effet de serre. 50% de produits locaux. C'est tout un changement de modèle. C'est tout un changement de modèle qu'il faut revoir. Moi, je veux juste, parce qu'on a 33 propositions là-dessus, sur nos 132 propositions, on a 33 propositions qui concernent uniquement la transition écologique, et elles s'imposent dans toutes les autres également. La production de déchets est en augmentation à Vienne. C'est un sujet qui a été déserté, je suis désolé, par la précédente municipalité, qui a été déserté. On consomme 30 kg de plus de déchets par an. Un Viennois consomme, enfin, un habitant du pays viennois consomme 30 kg de déchets en plus qu'un habitant d'Auvergne-Rhône-Alpes. Entre 2010 et 2020, nous aurions dû, c'est la loi de transition écologique, nous aurions dû enfouir moins 30% de nos déchets produits. On en est à plus 10% en 2018. On n'en fouille plus. On est à plus 10% en 2018. C'est les chiffres du bilan que j'ai lu de 2018. Si vous êtes à plus 10%. Alors votre rapport, il faut. Nous avons fermé la décharge que Louis Mermaz nous avait laissée. On en fout ailleurs. Vous le savez très bien. C'est incinéré. Sur les déchets ménagers, on doit théoriquement réduire notre production de déchets ménagers sur l'ensemble du pays viennois de moins de 10%, c'est les objectifs de la loi à l'objectif de cette année 2020. En 2018, on était à plus 7%. Donc déjà, les objectifs de la loi de transition écologique, on est incapable de les respecter. Parce que ce sujet-là a été déserté, je suis désolé, il n'y a pas de bac jaune, par exemple, en bas des immeubles de tous les quartiers populaires de Vienne. On ne trie pas dans les quartiers populaires de Vienne. Tout simplement parce qu'il faut aller, contrairement au centre-ville, aller dans un point d'apport volontaire et que beaucoup, malheureusement, ne font pas cet effort. Donc il y a un énorme travail à faire en matière de transition écologique. On n'en est pas au 10e de ce qu'on pourrait faire. Et tout ce que vous avez dit en termes d'isolation des habitants, mais tout ça, c'est fait dans des communes depuis des années, des années. Donc on a un report, on a un retard, à Vienne par rapport à tout ce que font les autres communes en matière de transition écologique qui est énorme. Il faut qu'on innove, il faut qu'on donne une chose toute bête. Merci de rester concis. Oui, quand on travaille dans la région lyonnaise. On a juste cité un exemple et on vient visiter la station d'épuration. C'est formidable, c'est vrai. Mais il faut arrêter les maxi-communications sur les micro-mesures. On est clairement, par exemple, je travaille dans la région lyonnaise et je suis assez étonné, moi, que le préfet du Rhône ou que les maires de la région lyonnaise donnent, quand les indices de qualité de l'air sont très très élevés, des indications à leurs habitants pour leur dire surtout n'allez pas faire de footing ce jour-là, surtout les enfants, évitez quand même qu'ils aillent courir dehors, etc. Nous on le fait pas. On est dans la même zone. On était en pic de pollution il n'y a pas très longtemps. Et à un moment donné, il faut aussi donner cette information aux Viennois. Donc c'est un travail global, général, de haut en bas. Et aujourd'hui, clairement, on n'est pas à la hauteur. Monsieur Rubagotti. Bon, je vais faire descendre un peu M. Binet en température, ce serait pas mal pour le réchauffement climatique. C'est le réchauffement climatique. Voilà. Déjà, tout ce qui concerne la pollution de l'air, excusez-moi, je vais être franc, c'est un mensonge. C'est pas à l'échelle communale qu'on va réduire la pollution dans la vallée du Rhône. Donc faisons rien. Oui. Non, ne faisons rien. Non mais, faites un beau discours là-dessus, c'est très bien. Évidemment, la pollution atmosphérique, c'est un enjeu, mais c'est un enjeu qu'on ne réglera pas au point de vue communal. Et dire ça aux Viennois, je veux dire, c'est un mensonge. Donc, passons à de l'écologie. Nous, ce qu'on propose, c'est pas d'écologie punitive. On va pas mettre des taxes dès qu'il y a de la pollution atmosphérique et qui c'est qui va payer ces taxes? C'est encore les pauvres petits contribuables qui n'ont pas les moyens d'avoir une voiture électrique, qui n'ont pas les moyens d'avoir une voiture au gaz, etc. Non, je suis désolé, les premiers responsables, c'est les multinationales, c'est les grandes industries, c'est pas les Viennois qui sont responsables de la pollution atmosphérique, ou en tout cas à très faible échelle. Donc c'est à eux qu'il faut taper dessus, c'est à eux qu'il faut engager les procédures, mais c'est pas au point de vue municipal, donc ça nous regarde pas directement. Ça c'est voilà. Non, c'était juste pour mettre un peu les choses, on va dire, dans l'ordre. Nous, ce qu'on propose, c'est de l'écologie participative, parce qu'on parle beaucoup de l'écologie de l'air, mais on parle pas de la terre et de l'eau, là qui nous concerne directement. Parce que la pollution des eaux, la pollution de notre sol, là on peut agir directement
au point de vue municipal. Alors les déchets, ils ne sont pas jetés par terre, ils ne sont pas enterrés, oui, ils sont vraiment incinérés. Écoutez, moi j'ai été voir à l'inauguration de la nouvelle station d'épuration, c'est des bonnes mesures, tout ce qui est économie d'énergie qu'avait dit M. Kovacs, eh bien, on a toujours voté pour parce que ça va dans le bon sens. Les panneaux photovoltaïques, que ce soit au conseil communautaire ou au conseil municipal, on a toujours voté pour parce que ça va dans le bon sens et c'est concret. Après, on ne va pas assez loin sur la responsabilisation des Viennois. Par exemple, sur les déchets, beaucoup de Viennois jettent en effet des déchets, et faut responsabiliser, faire de la prévention sur les déchets, mettre évidemment des conteneurs enterrés qui sont au centre-ville à des emplacements pas toujours adéquats, mais on peut en mettre dans les quartiers justement pour pas qu'ils aient beaucoup de chemin à faire, pour responsabiliser, faire des préventions. Nous voulons créer une convention entre les partenaires des associations qui nettoient les bords de Gers, les bords de Rhône, avec d'autres commerces viennois, par exemple le cinéma ou des auto-écoles. Et ces partenariats serviraient à inciter les jeunes à venir les aider, prêter main forte quand ils nettoient le bord de Gers ou d'autres sentiers de la commune. En contrepartie, ils auront des bons de réduction, des places de cinéma gratuits ou des heures d'auto-école offertes. Ça permet aux jeunes de responsabiliser au point de vue de l'environnement, parce que quand on va au bord de la Gers ramasser les déchets qui sont jetés dedans, je suis désolé, mais on prend conscience du mal qu'on fait à notre planète. Quand les associations, ils vont avoir des mains supplémentaires, ce qui est bon aussi. Donc pour moi, ça s'appelle de l'écologie du bon sens. C'est du donnant-donnant. Après, rien ne nous empêche de végétaliser des murs pour rendre la ville plus agréable et plus aérée l'été. Mettre des brumisateurs, oui, mais dans des endroits beaucoup plus adaptés que la place Saint-Louis. C'est bien, place Saint-Louis. Non, mais je ne dis pas qu'il faut l'enlever. Je dis qu'il y a des endroits aussi qui seraient beaucoup plus adaptés. Je pense vers le Temple, à la place de cette horrible vache, par exemple. Ou l'été, qui fait vraiment une cuvette, la chaleur y est intenable. À côté des terrasses de bar, des petits brumisateurs, ce serait vraiment intéressant. Voilà. Mais ça, c'est de l'écologie concrète qu'on peut mettre en place, qui ne demande pas beaucoup d'efforts et on ne promet pas une réduction de la pollution de l'air ou je ne sais quoi, qu'on ne peut pas maintenir. Quand on fait des promesses, il faut faire des promesses qu'on peut maintenir au niveau communal et pas des promesses en attendant que la pollution se réduise par elle-même en disant à Vienne on a réduit la pollution, il n'y aura plus de pollution dans la vallée du Rhône. Sur ce thème, Je reviens juste sur les brumisateurs. Les brumisateurs, oui, mais à condition que la mairie montre l'exemple et ne balance pas de l'eau potable en plein arrêté sécheresse, par exemple, pour commencer. Après, je pense que nous faisons face à deux enjeux principaux. Le premier, c'est que nous devons lutter contre le réchauffement climatique qui font que des villes comme Vienne a pu connaître des températures, des canicules de plus de 40 degrés l'été dernier. Et d'autre part, nous devons faire face à la destruction massive des espèces et des espaces naturels et agricoles. Et pour lutter contre ces deux risques, il ne suffit pas de balancer des panneaux photovoltaïques à tout va. Les solutions, elles sont simples, elles sont connues, et elles sont même moins chères que lorsqu'il s'agit de minéraliser des places, puisque je rappelle que créer un espace végétalisé dans une ville, c'est en moyenne 150 € le mètre carré, alors que créer un espace minéral, c'est 450 € le mètre carré. Maintenant, on a deux priorités pour pouvoir aller sur ces enjeux. La première, c'est d'arrêter d'urbaniser à tout va tous les espaces naturels et agricoles, comme vous l'avez fait pendant tout votre mandat, Monsieur Kovacs, et comme vous l'avez inscrit dans les orientations de votre plan local. C'est pas vrai, madame, on a supprimé 166 hectares. On a supprimé 166 hectares sur les 10 dernières années. Vous savez, dans les réseaux sociaux, je pourrais mettre la première page du rapport de présentation du PLU. Tout à fait. Deuxièmement, il faut ramener massivement la nature dans la ville, par tous les moyens possibles, que ce soit la pleine terre, évidemment des arbres, mais il n'y a pas que les arbres, il y a des prairies, il y a des espaces végétalisés, des jardinières, des arbres fruitiers, potagers, que nous pouvons mettre à tous les endroits de la ville, pour pouvoir lutter contre le CO2, le capter, pouvoir retenir l'eau de pluie, pouvoir lutter contre les îlots de chaleur qui sont extrêmement prégnants à Vienne, et de manière générale, rafraîchir la ville dans tous les quartiers. Parce que concrètement, je vous parle de quoi ? Je vous parle de mettre de la climatisation naturelle dans tous les quartiers de Vienne. Imaginez la place de l'hôtel de ville. Aujourd'hui, donc, on a un parking à ciel ouvert qui capte toute la chaleur l'été, la journée, et qui la restitue la nuit. Imaginez à la place de ce parking un espace végétalisé, avec des broussailles, avec des espaces de pleine terre, des aires de jeu pour les enfants, des bancs pour les personnes âgées, qui puissent surveiller leurs enfants, leurs petits-enfants, sans risquer que ceux-ci se fassent écraser par une voiture. Imaginez la place de la ferme à Malissol de la même manière, en ayant
plus d'aires de jeu, ou plutôt je dirais une vraie aire de jeu, avec des espaces naturels. Parce que c'est ce que je veux pour Vienne, je veux ça pour tous les quartiers de Vienne. Et je pense qu'il faut aussi, l'écologie ce n'est pas que la végétalisation, c'est l'alimentation saine et de qualité. Ça commence évidemment par la cuisine centrale. Je veux une cuisine sans plastique parce qu'on sait que c'est un risque sanitaire majeur pour nos enfants et pour nos aînés. Je veux une cuisine qui soit prioritairement agriculture raisonnée, circuit court et bio. Et puis je veux qu'on développe des coopératives communales à destination des agriculteurs de l'agglomération pour pouvoir favoriser, par des sociétés de type SICA, une vente directe entre le producteur et le consommateur. C'est les AMAP. Et concernant l'écologie, j'ajoute que vous allez d'ailleurs participer à un débat la semaine prochaine avec les associations environnementales de Vienne. On va terminer avec un petit tour de table justement sur un sujet peut-être qui n'a pas été abordé parce qu'on a été obligé de cadrer le débat. Est-ce qu'il y a une question particulière que vous voulez chacun aborder, peut-être une thématique de votre programme? Une question qui vous tient particulièrement à cœur. Voilà, on va commencer. Il y aura après le temps de conclure pour nous dire un petit peu pourquoi est-ce qu'on doit voter pour vous. Donc d'abord cette question, quelque chose qui n'a pas été abordé, alors assez brièvement puisque là du coup le temps tourne. Monsieur Binet, on commence par vous. Est-ce qu'il y a une thématique particulière? Il y a 3 thématiques autour duquel notre... mais je vais en développer qu'une seule. 3 thématiques autour de lesquelles notre projet est construit depuis le début. C'est-à-dire que moi, j'ai donné comme ligne de conduite ces 3 thématiques à toutes les équipes qui, depuis septembre 2018, réfléchissent sur le programme de Vienne citoyenne. La première, c'est la transition écologique, je vous l'ai dit. La deuxième, c'est solidarité active. On a peu parlé de solidarité, mais on a une augmentation de la précarité en France et un vrai problème de précarité à Vienne, notamment sur les femmes seules, les femmes seules, les mères seules, qui m'inquiètent énormément et sur lesquelles il faut faire beaucoup plus. Et la participation citoyenne. Elle est totalement absente à Vienne par rapport à ce qui existe et ce qui foisonne dans toutes les villes françaises. La démocratie participative, comme on dit, qui est un mot un peu galvaudé, mais c'est en plus j'en fais mon métier, parce que c'est mes fonctions en tant que fonctionnaire territorial, je travaille sur ces questions-là. La participation citoyenne, aujourd'hui, elle est au point zéro à Vienne, dans la mesure où la parole, mais après, ça correspond peut-être à votre personnalité, M. Kovacs, et puis à votre conception de l'efficacité, c'est pas la mienne. Mais aujourd'hui, fort est de constater que les décisions de Vienne Agglo, d'Advivo de Vienne tournent autour de la seule parole et des seules décisions du maire. Ça ne peut pas continuer comme ça. Et ce que vous appelez participation citoyenne, je vous ai entendu sur ces sujets-là, c'est de l'information finalement. Oui. Mais finalement, il n'y a que vous qui parlez, y compris au conseil municipal, les adjoints lisent leurs rapports mais ne répondent même pas aux questions de l'opposition. Donc c'est toujours mais si c'est la réalité. Mais je ne le critique pas, c'est votre conception. Sauf que c'est une conception datée. Et c'est une conception qui n'est pas efficace. Absolument pas efficace. Et aujourd'hui, au XXIe siècle, une ville de 30 000 habitants comme celle de Vienne doit pouvoir, la municipalité, le maire, consulter les habitants en permanence sur tous les sujets et tout le temps. Et laisser aussi les habitants interpeller la ville. C'est pour ça qu'il faut mettre en place des instances de démocratie participative. Jacques Remy avait créé des conseils de quartier en 2003. Ils ont disparu. On a des conseils citoyens parce que la loi l'oblige, mais finalement ils sont extrêmement frustrés de ce qu'on leur donne comme situation. Oui, la loi vous oblige, donc sinon je ne suis pas sûr qu'ils existeraient. Ouais, et donc du coup, ils n'ont pas vraiment Puis moi j'arrive à faire la comparaison avec mon métier, et je vois bien que les conseils citoyens de la ville où j'habite ont beaucoup plus de pouvoir que les conseils citoyens ici à Vienne. Donc il faut vraiment mettre la participation citoyenne au cœur du fonctionnement de la ville. Encore une fois, tout le temps, à tous les niveaux et tout le monde. Ça me paraît extrêmement important parce que c'est un gage d'efficacité, c'est un gage aussi de civisme de la part des Viennois qui s'impliquent plus finalement dans la ville. On parlait tout à l'heure de la nécessité de sensibiliser les gens sur la transition écologique, etc. Faire participer les citoyens, les impliquer, c'est aussi une manière aussi de les faire changer et de les faire comprendre comment fonctionne notre ville. Donc c'est extrêmement important. Je ne vais pas développer toutes les mesures que nous allons prendre sur ce sujet-là, mais il y aura des conseils de quartier, il y aura un conseil de jeunes, il y aura les conseils des seniors, il y aura des conférences de consensus sur des sujets en particulier. Il y aura de la concertation systématique, il y aura une plateforme numérique de consultation. Donc, sur tous les niveaux, on fera de la participation citoyenne. C'est pour cette raison d'ailleurs que nous nous sommes baptisés Vienne citoyenne. Adrien Rubalotti, sur quelle est la question qui n'a pas été posée, qui vous tient à cœur? C'est très bien qu'il parle de démocratie locale.
Nous, dans notre programme, on a le référendum locaux. Donc c'était le référendum local. Sur ce sujet, nous avions déjà demandé plusieurs fois pour les grands enjeux de la commune que soient engagées des procédures pour lancer un référendum local, notamment pour la rénovation du cours Mestan et du cours Brié, savoir si on gardait le terre-plein central sur le cours Mestan ou on élargissait les trottoirs pour permettre au commerce d'avoir une terrasse plus grande. Tous ces enjeux, moi j'ai pas de solution à dire, c'est aux Viennois de décider. Et là, dans ce cas, on va pas faire une petite consultation citoyenne ou on va pas faire un comité de pilotage qui décide pour les autres. Là, sur ces grands enjeux, oui, il faut demander la parole aux Viennois. Et je pense qu'on l'a pas assez demandé jusque-là. Et au niveau national, le peu de fois qu'on leur a demandé leur avis aux Français en général et aux Viennois aussi, on n'a jamais respecté leurs demandes. Je pense au référendum de 2005. Nous, ce qu'on veut mettre en place, c'est des référendums locaux sur les grands enjeux qui sont structurants sur la ville, mais qu'on respecte le choix des Viennois, que ça aille dans notre sens ou que ça aille pas dans notre sens. C'est les Viennois qui sont souverains, c'est aux Viennois de décider. Après, ça sert à rien. Des conseils du quartier, oui, je suis pour. Animé par un représentant de la commune. Par contre, un conseil pour les jeunes, un conseil pour les seniors, bon, pas la peine de faire autant. On parle aux Viennois, on ne commence pas à parler par communauté, par machin, on cible pas les gens dans des catégories, monsieur Binet, ça se fait pas. La France est une et indivisible, et j'aimerais bien que Vienne soit exactement pareil, une et indivisible. Quand on parle à tout le monde, on ne parle pas à certaines communautés, on ne parle pas forcément à des personnes âgées, à des jeunes, etc. On parle à tout le monde. Vous savez pas comment ça fonctionne, mais je vous expliquerai, je vous dirai comment ça fonctionne. Madame Florence David, une question qui vous tient particulièrement à cœur, une thématique? Oui, on en a déjà parlé, mais je veux en reparler. Je veux une ville verte et vertueuse. Une ville verte et vertueuse, c'est par la nature qu'elle s'imposera. C'est pour moi par une coulée verte. Et cette coulée verte, elle est importante parce que ce sera un lien à la fois physique et symbolique de tous les quartiers. Physique parce que depuis la place de l'Hôtel de Ville jusqu'à chacun des quartiers, les piétons, les cyclistes pourront cheminer en toute sécurité le long d'arbres plantés, le long de broussailles, le long de bancs où ils pourront s'arrêter pour échanger ou simplement se reposer. Il sera aussi symbolique parce que je pense qu'il faut aujourd'hui que nous réunissions tous les quartiers de Vienne. Il y a encore 2 jours, un habitant de Saint-Martin me disait qu'il habitait Vienne bis. Et force est de constater qu'aujourd'hui, on n'a pas une Vienne, on a 5 Viennes, avec un vrai sentiment d'être désinvesti quand on est dans les quartiers d'Oestressin, de Malissol, de Saint-Martin ou de Lille. Oui, alors Charlemagne, on peut le mettre dans ma liste. Si je commence à citer les 17 quartiers, ça va être un petit peu long. Donc je fais par grandes appartenances. On peut citer Guillemot, Charavel, etc. Donc je souhaite véritablement qu'on recrée un lien physique. Parce qu'aujourd'hui, la nature nous servira à pouvoir réunir ces quartiers. Et la culture aussi. C'est notamment la raison pour laquelle on veut créer des festivals off dans tous les quartiers. Nous voulons, dans notre projet, pouvoir rassembler tous les Viennois, tous les quartiers, par la nature et par la culture. Thierry Kovacs. Oui, deux réactions. D'abord, c'est bien d'une élue macroniste qui veut rassembler, parce que il me semble que le macronisme, pour l'instant, il divise beaucoup en France. Sur la citoyenneté, M. Binet, les Viennois ne vous croient pas une seconde quand vous dites qu'on ne fait pas de concertation. Il n'y a que vous qui vous êtes mis dans ce schéma-là. On n'a jamais autant concerté sur ces 6 dernières années. Mais ce que je constate, c'est que vous voulez imposer aux Viennois le modèle de vos Envelins. Puisque c'est là où vous travaillez, vous n'avez pas osé citer... c'est le modèle que plein de communes, vous n'avez pas osé citer, il faut sortir de vous n'avez pas osé citer la commune, donc je la cite, chacun appréciera s'il veut vivre le ciel. Non, mais il y a un sujet qu'on a évoqué, on a effleuré, la circulation. C'est inadmissible ce que vous dites là. C'est inadmissible ce que vous dites. La circulation, pardon. L'échangeur. On a un projet d'échangeur qui est aujourd'hui prêt, qui est prêt à démarrer. Nous sommes la seule liste à défendre ce projet-là, qui doit supprimer 10 000 véhicules par jour dans le sens sud-nord le matin et nord-sud l'après-midi. Et il n'y a qu'une seule liste qui fera en sorte qu'à l'automne prochain, lors de l'enquête publique, ce projet puisse démarrer. Ça fait 30 ans qu'on le défend. Ça fait 30 ans qu'on le défend. Les Viennois l'attendent. Il faut le mener. Vous n'êtes pas la seule liste qui défendons, c'est l'emplacement qui pose problème. Mais il n'y a pas d'autre emplacement. Ah bon, il n'y a pas d'autre emplacement. Non, il n'y a pas d'autre emplacement. Il n'y a pas de problème de stationnement, il n'y a pas d'autre emplacement. La ministre des Transports aujourd'hui a validé l'emplacement et le financement et il n'y aura pas de plan B. Vous le savez très bien. Mais dire qu'on est contre, c'est un mensonge. On n'est pas contre, c'est un mensonge. Vous mentez quand vous dites qu'il y a une alternative, il n'y aura pas d'alternative à ce projet. Il n'y aura pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Mais il n'y aura pas. Les 10 millions de l'État partiront sur un autre projet si ça ne se fait pas à cet endroit. Et donc nous attendrons 10 ans, 20 ans pour avoir un nouveau projet. Mais c'est ce que vous avez tout fait pour en arriver là. Bien sûr. Non. Il y a des recours contentieux contre
faites la déclaration de J'ai utilité obtenu publique. 2 ministres, y compris Non, le non. ministre de François On va Hollande. terminer, on Non, va mais- terminer. On va terminer On parce fait que l'histoire. là, on a largement... Non, c'est la réalité des faits. On a largement dépassé le timing. Donc je vais vous demander là d'être extrêmement concis pour la dernière question. Vous avez 1 minute chacun pour nous dire quelle bonne raison de voter pour vous en cette fin de débat. Ça marche. Une seule raison. Dans quel ordre faites-vous Monsieur Villet. voilà, c'est une question très large. Je pense que j'ai pu développer lors de ce débat les trois principales piliers de notre programme. Ce que je pense sincèrement, c'est que Vienne ne fait pas face aujourd'hui aux enjeux qui viennent à lui, les enjeux du XXIe siècle. On a parlé de l'urgence climatique, on a des problèmes de précarité, j'aurais souhaité qu'on en parle un peu plus parce que c'est un pilier important de notre projet. La participation citoyenne, aujourd'hui, on a vu à travers les mouvements sociaux, y compris les Gilets jaunes, mais c'était Nuit debout avant, il y en avait d'autres, la volonté des habitants de ne plus subir entre deux élections, ou en tout cas de ne plus être dans l'attentisme et dans l'observation, mais être dans la participation. Ça, c'est un enjeu du XXIe siècle. Et puis aussi le phénomène qui nous un peu exogène, c'est le phénomène métropolitain auquel on a évidemment qui ont des effets sur Vienne forcément. Ça, c'est les enjeux du XXIe siècle auxquels s'attaquent, auxquels répondent, ou ont trouvé des réponses, ou cherchent des réponses de nombreuses communes en France, pas Vienne. On n'est pas aujourd'hui en situation de répondre à ces enjeux. Et donc il faut changer de modèle. Moi, je suis un socialiste et je suis à la tête d'une liste de gauche. Soutenu par la plupart des mouvements de la gauche, dont Europe Écologie Les Verts, Place Publique, le Parti communiste. Et à chaque fois qu'il y a eu des maires socialistes et de gauche à Vienne, nombreux, à chaque fois, dans l'histoire de notre ville, ils ont été confrontés à des enjeux nouveaux du temps. Joseph Brognier, c'était l'éducation, et c'était une municipalité qui a complètement refondu et développé l'école publique à Vienne. C'était une époque où la mairie avait un vrai pouvoir à ce niveau-là. Lucien Hussel, c'était au moment avant et après la guerre. Louis Mermas, c'était à un moment donné où il y avait une todification de Vienne qui nécessitait une politique de logement extrêmement volontaire. Nous sommes aujourd'hui dans une situation où je pense la gauche peut, fidèle à l'histoire de Vienne, apporter des réponses aux enjeux qui nous font face. Merci. Monsieur Adrien Rubagotti, vous avez un petit peu plus de temps puisque vous êtes un petit peu en retard au niveau du temps de parole. On vous laisse aller 3 minutes. Oula, ça fait un peu long pour une conclusion, là, 3 minutes. Grosse pression. Ah, donc non, moi j'invite les Viennois à faire changer la politique au sein de notre belle ville. Avec tous ses atouts et ses possibilités. Vienne est une ville d'histoire, comme je disais, d'art aussi, mais c'est une ville qui mérite d'être attractive. Vous savez, moi, je suis viennois depuis toujours. J'aime aussi faire la fête au milieu de Vienne. Enfin, pas au milieu, mais... enfin, je veux dire, j'aime les animations, j'aime bien que notre ville soit vivante, pas que 3 semaines en été. J'aimerais une ville où il y a la sécurité, où il y fait bon vivre, où on puisse se garer facilement. Et je pense que toutes ces choses, c'est ce que ressentent les Viennois en général. Moi, je parle avec beaucoup de Viennois. J'ai grandi dans le quartier de Saint-Martin. Je vois ce qui devient, évidemment. Quand on me dit c'est un quartier, donc c'est une Vienne bis, oui, c'est vrai, dans un sens. Ça fait penser un peu à Vienne bis. Quand on est à Saint-Martin, on n'a pas l'impression d'être à Vienne. Quand on est dans d'autres quartiers, on a l'impression d'être un peu délesté. Je parlais de Charlemagne tout à l'heure parce qu'on regarde l'état de la voirie à Charlemagne. C'est un quartier à l'abandon. C'est un quartier totalement à l'abandon. On oublie beaucoup de zones, on parle des quartiers prioritaires, mais on ne parle pas des autres petits quartiers aussi qui font vivre Vienne. Et moi, je pense que quand on parle à une commune, Vienne doit être un tout. On ne parle pas à une catégorie de personnes, on ne parle pas à une association précise, on parle aux Viennois, quelle que soit leur opinion politique. Quand on est maire, on doit être rassembleur. Peu importe les divergences qu'on peut avoir au niveau national, ce qui compte, c'est le local. D'ailleurs, c'est d'où le titre de notre liste, Rassemblons Vienne, parce que moi, c'est vraiment ma démarche sincère, c'est de rassembler les Viennois autour de projets qui les concernent tous, autour des enjeux locaux qui sont importants pour Vienne, sans devoir leur mentir en promettant moins et merveilles, sans leur promettre qu'on va réduire la pollution atmosphérique, que Vienne va être précurseur dans tel ou tel domaine. Non, ce qu'ils attendent les Viennois, c'est de vivre mieux, simplement, dans leur ville. Et si le soir du 15 et 22 mars prochain, la résignation n'est pas une option pour les Viennois, je parle surtout aux abstentionnistes, qui prennent 5 minutes de leur temps, 5 minutes pour améliorer leurs 6 prochaines années à Vienne. Florence David, quelle raison de voter pour vous en 1 minute?
Nous sommes partis d'un constat, quand nous nous sommes interrogés pour monter une liste à Vienne, c'est que ce constat partagé par beaucoup de Viennois, Vienne est en train de se transformer en ville dortoir. Vienne est une ville de plus en plus minérale. Vienne est une ville où on ne se sent pas nécessairement en sécurité. Toutes ces raisons ont fait que nous souhaitions mettre en place un programme pour améliorer notre ville, la faire rayonner, lui donner une ambition supplémentaire, qu'elle prenne la place qui devrait être la sienne, entre Grenoble, Lyon, Saint-Étienne, le début du Côte-du-Rhône. Il faudrait que Vienne, et nous souhaitons que Vienne devienne une ville plus verte, plus vertueuse, plus sûre pour les enfants. Je veux que les enfants, en arrivant à l'école le matin, ils arrêtent de tousser parce que la ville est complètement congestionnée par les plusieurs centaines de milliers de voitures qui passent chaque jour. Je veux que les enfants et les seniors, tous les midis, puissent manger une alimentation de qualité à la cantine. Je veux qu'on puisse se garer avec une certaine tranquillité, une sécurité, qu'on ne passe pas 20 minutes à essayer de tirer un ticket pour pouvoir éviter d'avoir une amende. Je veux que Vienne reprenne la place qui est la sienne et pas seulement le centre-ville. Je veux que tous les Viennois participent à ce rassemblement et je veux que de manière générale, tous les quartiers puissent bénéficier des mêmes avantages. Je veux réunir Vienne, je veux réunir ces quartiers et c'est ensemble, nous sommes Vienne, que nous pourrons y parvenir. Pour conclure, Thierry Kovacs. Oui, d'abord merci d'avoir organisé ce débat qui nous a permis vraiment d'échanger. Les Viennois ont vu cette ville changer ces 6 dernières années. Ils l'ont vu s'embellir. Aucun quartier, aucun habitant de cette ville n'a été stigmatisé. Cette ville a été plutôt même apaisée. Et ce qu'on j'invite, c'est les Viennois à nous faire à nouveau confiance. À nouveau confiance dans ce projet qui a été construit avec plus de 1000 Viennois. Et pas seulement des Viennois de gauche, des Viennois tout simplement issus de tous les quartiers, issus de toutes les mouvances, qui ont travaillé pendant des mois pour construire un projet qui tient en 95 propositions, 6 grandes ambitions, d'être à la hauteur des enjeux écologiques, climatiques, de favoriser, de rendre notre ville encore plus accessible, de faire encore reculer l'insécurité, d'être toujours solidaire à l'écoute des habitants, de favoriser le dynamisme, l'attractivité de cette ville, et enfin de favoriser l'épanouissement des plus jeunes, des plus anciens, de l'ensemble des Viennois. Vous l'avez dit, et je suis d'accord avec vous, M. Grégotti, quand on est maire de tous les Viennois, et pas d'un clan, pas de la gauche, pas de la droite, pas du centre, de l'ensemble des Viennois, de l'ensemble des quartiers, et c'est ce que nous voulons continuer à faire au cours des 6 prochaines années. Merci à tous les 4 d'avoir répondu présent à notre invitation, et on vous rappelle donc le premier tour des élections municipales, ce sera le 15 mars prochain. Merci Dominique, à bientôt, bonne journée. Merci. Merci. Merci.